Claude Guasguen, bonjour. Bonjour. On va parler du débat à Maire du l'Assemblée. 16e, hein, pas maire de Paris. Hein. Maire du 16e, Voilà. absolument. Peut-être un jour maire de Paris, on Peut-être, ne sait pourquoi pas, jamais. pourquoi pas. On va parler non pas de la mairie de Paris, mais du débat à l'Assemblée nationale sur la reconnaissance de la Palestine, auquel vous avez pris une part très active. On va parler d'un colloque à Berlin où vous étiez sur la Russie, et on va parler naturellement de l'élection de Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP. On va commencer par là, si vous voulez bien. Les adhérents à l'UMP à jour de cotisation étaient appelés hier à élire le président de ce parti. Nicolas Sarkozy, que vous souteniez, a obtenu 64,5%. C'est une élection sans surprise, mais c'est un bon score pour vous ? C'est un bon score parce que passer au premier tour, c'est pas facile. Et puis Nicolas a été l'objet pendant 2 mois du bashing Sarkozy. Hein, ça a tapé de partout, les magistrats, les ennemis, les adversaires. Il a été mis quand même sur la sellette méchamment depuis 2 mois. Bon, alors, il a pas fait, il aurait pu faire 80%. C'est un score en tout cas moins fort que celui qu'on attendait. Voilà, sauf que là, il a 100 000 électeurs, alors que la dernière fois qu'il avait été élu, il en avait 30 000, quoi. Donc non, c'est une belle élection, elle s'est bien passée. À l'intérieur, il a ramé. Puis je trouve ça très bien. Je lui avais souhaité d'ailleurs d'avoir une élection difficile. C'est une première étape vers l'Élysée ? Oui, c'est une première étape pour avoir un candidat à l'Élysée qui soit crédible, quoi. Après une primaire ouverte, dont j'espère qu'elle se passera dans les meilleures conditions. On va d'ailleurs se mettre au travail, de manière à ce que cette primaire ne soit pas le contraire de la primaire, parce que vous savez, une primaire, ça peut déraper. Hein. Si vous ne l'encadrez pas bien, la primaire, ça aboutit à avoir des candidats qui se jettent les uns sur les autres, et vous arrivez complètement à poil à l'élection présidentielle, ce qui n'est pas le jeu. Moi, je pense que le Parti socialiste est en pleine déliquescence, qu'il y a de fortes chances, hélas, que Mme Le Pen soit au 2e tour, et qu'il faut absolument qu'on ait un candidat de l'UMP, le meilleur, je pense que c'est Nicolas Sarkozy, mais si les électeurs disent le contraire, j'accepterai. Et il faut absolument que notre famille politique réapparaisse, parce que depuis, en fait, 2 ans, nous sommes contraints à avoir des coups durs, discréditant notre famille politique. Or, je pense sincèrement que c'est à travers la droite et le centre que peut se faire une alternance, à condition que nous ayons de l'audace. Moi, j'aurais presque envie d'appeler le parti de l'audace, encore de l'audace, parce que ce n'est plus 2007, ce n'est plus 2012. Là, maintenant, c'est des nouvelles générations, une nouvelle mentalité qui arrive. Il faut absolument transformer complètement la carte française. Alors, le parti va se mettre au travail. Nicolas Sarkozy, ce soir, est sur TF1. À partir de demain, il va s'installer à la tête de l'UMP. Il va choisir un nouveau nom. Aux dernières nouvelles, le rassemblement tient la corde. Ça vous convient, le rassemblement ? Oui, pas des Roland de retour au RPR ? Un petit peu. Moi qui étais l'ancien secrétaire général de l'UDF, enfin le rassemblement. C'est pas décidé encore, il va falloir quand même y travailler. C'est une première impression, le rassemblement. C'est pas un mot définitif. D'abord, ce sont les adhérents qui vont voter. Parce qu'il y a beaucoup d'adhérents qui n'ont pas pu voter parce qu'on avait bloqué les adhésions. En fait, ça a peut-être été une erreur, on aurait dû laisser les adhérents voter jusqu'au fin. À partir du moment où les élections ont été enclenchées, on a eu une foule de personnes qui se sont inscrites. Et c'est formidable parce que je suis sûr qu'aujourd'hui, les 280 000 votants, en réalité, nous sommes 350 000. Il y a au moins 70 000 personnes qui n'ont pas pu voter et qui ont râlé d'ailleurs tout ce qu'ils savaient. Écoutez, maintenant, tout est sur la table. Tout. Moi, je considère que c'est une nouvelle étape. Il va falloir beaucoup d'audace. Beaucoup d'audace. Pas de conformisme. Beaucoup d'audace. La France est dans un état épouvantable, tant sur le plan intérieur que sur le plan international. Les socialistes sont en liquéfaction. On a l'impression d'ailleurs que le XXe siècle est fini définitivement pour eux. L'esprit 68ard est foutu. Le sectarisme de l'esprit 68ard finit finalement pour Cohn-Bendit par commenter des matchs de foot. Quand on voit que Cohn-Bendit, qui est l'image du 68ard, désormais va faire une carrière à la télévision pour commenter le foot, on se dit, il y a vraiment une évolution chez les 68ards. Et moi, j'ai découvert dans cette campagne des gens qu'on dit réactionnaires. Ils ne sont pas réactionnaires, ils ne sont pas sectaires. Ils ont la volonté de dire les choses, quoi, clairement.
bon, ben, la France va mal, on prend des mesures, et puis ça fait mal, et puis on les fait quand même. Ça, c'est un nouvel esprit. Et je trouve que cette génération qui monte est très intéressante, même si aujourd'hui, elle est brocardée par une presse qui est plutôt encore dans la pensée unique. Alors, c'est l'heure du rassemblement, dites-vous. Les élections se sont bien passées. Mais est-ce que les ennuis ne vont pas commencer maintenant? Il y a eu quand même la déclaration d'Alain Juppé qui était, disons, correcte. Celle de François Fillon était plus acide. Il y a quand même Bruno Le Maire qui a fait un score très honorable. Qui va être sans doute candidat à la primaire lui aussi. Ben, c'est un vous pensez? Écoutez, je pense qu'avec 30%... Et là, c'est un homme intelligent, c'est un homme qui a de l'ambition. Bon, ben, il y aura un candidat à la primaire de Bluse, quoi, puis c'est tout. Hein. Ce qu'il faut, c'est éviter les petits mots. Alors, on va essayer de calmer tout ça. Je pense que l'autorité de Nicolas Sarkozy, son intelligence politique aussi, hein, qu'il ne faut pas mésestimer, il est habile, va réussir quand même à relancer une formation politique. Et que la victoire étant au bout du chemin, tout le monde se rangera à terme. Je l'espère. En tout cas, j'y contribuerai. Voilà. Moi, vous savez, j'ai la chance extraordinaire d'être le délégué de la plus grosse section UMP de France. J'ai retrouvé 5000 adhérents quand même, ou 6000, à moi tout seul. Bon, en tout cas, donc je les ferai peser dans le sens de la conciliation. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Et vous pensez qu'en tout état de cause, c'est un atterrissage réussi pour Nicolas Sarkozy? C'est un atterrissage réussi. Après des difficultés, comme on dit, il y a eu des trous d'air. Voilà. Mais c'est un atterrissage réussi. Ça lui fait pas de mal, parce que rien n'aurait été pour Nicolas Sarkozy finalement plus handicapant que d'arriver comme ça, tranquillement, sur la Tour Eiffel, avec son avion, et puis de descendre vers la foule. Non, là, il a un peu ramé, il a un peu souffert. C'est normal, nous avons perdu une élection. Beaucoup de droite lui reprochent un certain nombre de choses. C'est justifié, c'est la démocratie. C'est bien qu'il ait souffert, mais qu'il ait gagné. Un mot encore avant de parler de la résolution sur la reconnaissance de la Palestine. Le Front National tenait son congrès aujourd'hui à Lyon. Marine Le Pen réélue présidente de ce parti avec 100% des suffrages exprimés. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire que je suis très inquiet de la montée du Front National. Très inquiet parce que les difficultés que la France connaît, l'absence de solutions que les socialistes apportent, la mise en sommeil de l'UMP, tout ça pousse les gens à se réfugier dans le désespoir de la politique du Front National qui, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, quels que soient les talents des uns et des autres, ce n'est pas des attaques personnelles, ne nous amène à rien. C'est en réalité Mme Le Pen et M. Philippot, chaque semaine, sautent sur l'occasion pour casser tout ce qu'ils peuvent. Mais ce n'est pas quelque chose qui est une solution pour les Français. Pour moi, la montée du Front National, c'est un peu le geste de désespoir qui s'amplifie. Et j'ai l'intention vraiment de lutter fermement contre cette tendance française à considérer que le déclin est définitif, que tout va mal, et de s'enfoncer dans une catastrophe encore plus grande. Ce qui est toujours tendance chez France. La France, vous savez, est un pays conservateur. Et puis il y a des moments où elle perd sa raison. Alors ça peut donner des révolutions, ça fait du progrès, mais ça peut donner de la casse, quoi. C'est le 6 février 1934, c'est le général Boulanger, c'est toute l'histoire de France est parcourue d'événements de ce genre où les Français sont désespérés, puis voilà, ils font n'importe quoi, quitte à le regretter après. Alors Claude Goasguen, vous êtes intervenu vendredi matin à l'Assemblée nationale pour dénoncer la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien. Vous avez fait observer qu'on ne pouvait pas à la fois être pour une reconnaissance unilatérale et pour des négociations. Comment vous jugez que votre intervention a été accueillie? Comment elle a été accueillie? Elle a été très bien accueillie. En tout cas, si j'en crois, je vous disais, Internet, j'ai près de 100 000 personnes qui ont fait des reprises sur Facebook. C'est la première fois que je vois ça. Je me dis quand même que pour un discours, parmi d'autres, à l'intérieur d'un hémicycle quasiment vide, puisqu'on vote mardi, c'est un beau succès. Je crois que j'ai été clair, sans doute, et c'est ce qui a plu. Parce que j'ai d'abord dénoncé une manœuvre quand même qui n'est pas bien honnête de la part des socialistes, qui font la course de vitesse pour essayer de récupérer un électorat qu'ils ont perdu. Mais c'est dommage parce que j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Schwarzenberg,
qui est comme un bon professeur de droit public, a dit les choses radicales. Est-ce que vous pouvez être plus explicite sur ça? Parce que vous soupçonnez effectivement la gauche, les écolos, les communistes de visée électorale. Qu'est-ce que vous entendez par là? Les électeurs, de toute évidence musulmans, qui avaient fait confiance dans leur grande majorité à François Hollande, ont été très déçus par la politique socialiste. Ils ont été très déçus pour des tas de raisons. D'abord parce que il y a eu l'affaire du mariage pour tous. Les musulmans sont totalement hostiles. C'est quelque chose qu'ils réprouvent totalement. Et puis alors il y a eu ce truc incroyable qui les ont éloignés un peu plus. On a fait passer François Hollande pour un Israélien, pro-israélien. Et donc les socialistes se sont dit, mais on est en train de perdre l'électorat musulman. Alors on fait du rattrapage. Les communistes ont déposé une motion, les écolos en ont déposé une autre. Alors, les socialistes se sont dit, allez, on ramasse tout, on passe les premiers. C'est pas très noble, franchement. C'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Surtout que dans notre pays, il s'est passé deux choses extrêmement graves. La première, c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, mais vous vous rendez compte que dans notre pays, sur l'affaire de Gaza, nous avons entendu des propos antisémites ouverts, criés par des Français, qu'ils soient musulmans ou non. C'est pas le problème. Nous avons des gens qui sont descendus dans la rue pour crier mort aux Juifs et attaquer une synagogue. On n'avait jamais vu ça depuis 1930. Donc c'est grave, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont exaspérés, qui sont prêts à tuer mort aux Juifs. Et puis, à Gaza, qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu le djihad. Il y a eu l'État islamique. L'État islamique, on a vu des jeunes Français qui sont convertis ou pas, parce qu'en réalité, c'est une secte, l'État islamique, j'en suis persuadé. Il me rappelle, vous savez, les Achichines, le vieux de la montagne. C'est un peu ça, d'ailleurs. C'est le vieux de la montagne, c'est un peu le Baghdadi, là, qui se proclame le vieux de la montagne, avec des types tout autour qui tuaient tout le monde et qui ont fait régner la terreur pendant des décennies sur le Moyen-Orient, on voit même plus. Alors, des jeunes Français partent, avouent à la télévision qu'ils ont envie de tuer tout le monde, c'est-à-dire que nous avons une montée de la tension et vous venez, alors que nous avons réussi à éteindre une partie du feu, avec une position légère mais intéressante du CFCM, qui s'est avancée. Alors tout ça est à peu près dans le calme, et vous mettez comme si vous souffliez sur les braises. C'est pas correct, c'est pas correct. Ça, c'est l'aspect intérieur. L'aspect international, il est absurde. Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, qui est intelligent, en a vu toute la limite en disant, écoutez, la reconnaissance unilatérale, non, au fond, c'est ce qu'il a dit dans son discours. Il dit, on va rouvrir la négociation. C'est-à-dire qu'en réalité, on fait agiter la menace de la reconnaissance unilatérale au bout de 2 ans si la négociation n'aboutit pas. Bon, ça, à la limite, il aurait dit comme ça, ça va, à peu près. Hein. Ce qui est vrai, c'est que le gouvernement doit entériner la résolution, et si on en croit les déclarations de Laurent Fabius, ça ne sera pas automatique. En tout cas, il y a encore 2 étapes. Il y a mardi le vote. Vous pensez qu'il y aura une majorité pour cette résolution? Oui, je pense. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup chez nous de députés UMP qui ne veulent pas voter. Alors, précisément... Ils ne veulent pas voter parce qu'ils trouvent que la résolution, c'est une formule en matière de politique étrangère qui est anticonstitutionnelle. Je leur ai dit 10 fois, vous vous trompez. Même si c'est anticonstitutionnel, il faut voter contre, parce que on voit bien que c'est un effet d'opinion. Je ne veux pas qu'une majorité forte de l'Assemblée veuille dire nous allons reconnaître unilatéralement la Palestine, ce qui est injuste, faux et contraire au droit international. C'est ce que j'ai expliqué. Reconnaître un État. Mais quel gouvernement? Il n'y a pas eu d'élection en Palestine depuis 2006. Et d'ailleurs, quand il y a eu des élections, c'est le Hamas qui a gagné les élections. Et donc, on a fait une supercherie pour mettre Abou Mazen à la tête et le Fatah, alors qu'ils étaient minoritaires, ce qui a imposé l'affaire de Gaza. Il n'y a pas de gouvernement. Quel territoire? Alors, on dit 1967. Non, la résolution 242 ne nie pas 1967. La résolution, et Mitterrand, je leur ai rappelé Mitterrand, ce qui leur a fait très plaisir, quand j'ai dit, Mitterrand lui-même a dit... Les territoires disputés. Ça veut dire on négocie. Et négocier, les Israéliens, ils sont prêts. Ce sont les Palestiniens qui n'y sont pas prêts. Donc ce n'est pas la peine de durcir une position qui ne sert même pas aux Palestiniens dans la négociation. Enfin, tout ça, c'est en réalité un travail de gribouille, quoi. Et vraiment, j'ai aimé mon collègue Schwarzenberg, publiciste de renom, qui a dit, au fond, tout ça, c'est un tract. Vous avez fait un tract sur un sujet qui est un sujet dramatique. Ça ne vous honore pas et ça n'aboutira à rien.
en réalité, sauf à discréditer un peu l'image de la France auprès d'Israël, sans pour autant améliorer l'image que nous avons auprès des pays arabes. Il faut bien reconnaître, et vous le reconnaissez d'ailleurs, que la droite n'est pas totalement oui, unie bien là-dessus. Certes, on vous a entendu, on a entendu Christian Estrosi très bien, même dans cette émission, Nicolas Sarkozy a pris position, mais il y a des voix discordantes. Oui, il y a eu Poniatowski qui a fait un discours, je trouve... Lui, il a parlé de la stratégie parlementaire, de la diplomatie, enfin, tout ça, c'est de l'habillage. Alain Juppé. Juppé, oui. Alors Juppé, lui, il est resté dans une tradition conformiste, mais je trouve que l'évolution de Juppé, quelquefois, m'inquiète un peu. On le dira au cours des débats à l'UMP. Au fond, lui, il pense que la résolution, c'est pas bon. Oui, c'est pas bon, c'est clair. Mais une fois qu'on a dit que c'est pas bon, on va pas... Vous imaginez, si l'UMP n'avait pas pris part au vote, ce qui a été le risque, on aurait eu le lendemain, dans 3 jours, l'Assemblée nationale française, à l'unanimité, vote la reconnaissance unilatérale de la Palestine. Ça aurait été une catastrophe. Donc il a fallu Estrosi, moi-même, et puis d'autres quand même. Lelouch, à sa manière, on a réussi quand même à avoir, je crois qu'on aura une large majorité de l'UMP qui votera contre. Alors, vous revenez d'une conférence à Berlin en tant qu'intervenant à cette conférence pour une Europe souveraine en paix avec la Russie. Quand on dit en paix avec la Russie, ça veut dire que pour l'Europe, la Russie est devenue un ennemi pour vous ? Moi, je suis très inquiet. Moi, vous savez, je suis un démocrate chrétien, atlantiste. Et j'ai toujours été très proche des Américains. Je me suis même engueulé avec Chirac, dont j'étais le collaborateur, lorsqu'il n'a pas voulu intervenir en Irak. Je crois que fondamentalement, il avait raison, parce qu'il voyait mieux la politique américaine que moi à l'époque. J'ai été très choqué par l'humiliation de la France dans les affaires du Moyen-Orient depuis quelques mois. L'affaire de Syrie, nous sommes bafoués. En Iran, où on bafoue les positions françaises. Enfin, on nous considère comme personnalité négligeable. Et donc, ça, je ne peux plus supporter. Mais là, l'erreur absolue que les Américains sont en train de commettre, consciemment, c'est de nous mettre mal avec la Russie. Dans un climat qui m'inquiète beaucoup. Moi, je connais très bien l'Ukraine. Les manifestations en Ukraine étaient des manifestations contre la corruption. Elles ont été aidées incontestablement par la CIA. Est-ce qu'il fallait, à partir d'un coup d'État, parce que c'est un coup d'État, Maïden, est-ce qu'il fallait, à partir d'un coup d'État, s'en prendre à la Russie, entraîner la réaction des Russes, mettre dans cette région du monde, qui est déjà difficile, un conflit supplémentaire? Est-ce qu'il fallait se mettre la Russie à dos? Est-ce qu'il ne faut pas livrer les Mistral? Enfin, tout ça est une ambiance qui ne me plaît pas. Mardi, Le Drian a envoyé un message à la Pologne qui m'a beaucoup inquiété. Qu'est-ce qu'il dit, ce message? Il dit, dans le cas où vous seriez agressé, la France se mettrait à vos côtés. Mais ça veut dire quoi, cette histoire? Ça veut dire la France s'attend à ce que les Russes envahissent la Pologne? Non, mais on rêve. On rêve. Tout ça parce que la Pologne... Enfin, Claude Goazian, vous dites un coup d'État du Maïdan, permettez-moi de vous dire que c'est un peu fort. Il y a un désir quand même de souveraineté en Ukraine, il y a un désir de rattachement à l'Europe. Voilà. Il ne faut pas en tenir compte? Il y a un désir de rattachement à l'Europe. Pourquoi? Parce que le régime ukrainien... Je connais bien, j'ai fait des cours en Ukraine, moi, plusieurs années. Et le régime ukrainien a raté la révolution orange. La corruption en Ukraine, la Russie à côté, était un modèle de transparence. Et je fais de l'humour, mais il n'y a pas de quoi faire de l'humour. L'Ukraine a été complètement ravagée par des gens qui prenaient tout l'argent. On ne payait pas les policiers. C'était épouvantable, l'Ukraine. Donc il y a eu une manifestation anti-corruption vers l'Europe. Mais très rapidement, vous avez vu que cette manifestation a dérapé. Les Russes qui sont intervenus en Russie auprès de Yanukovych, le prédécesseur, mais après, avec tous les partenaires, avaient réussi à trouver un compromis sur les élections. Ce compromis n'a pas été respecté. La première mesure qu'a pris le nouveau Parlement, c'est d'interdire la langue russe. Je ne vais pas être méchant, mais il y a plus d'Ukrainiens qui parlent russe que d'Ukrainiens qui est une langue assez faible, finalement. Et puis l'Ukraine est un pays fédéral, quoi. Il faut que ça soit un pays fédéral. Parce que d'un côté, vous avez l'austro-hongrois polonais, le tiers, avec de très belles villes, très belle histoire. Puis d'un autre côté, les 2 tiers, du côté de l'Est de l'Ukraine, c'est russe, quoi. Enfin, on a fait une politique en cassant de la vaisselle. Et moi, ça m'inquiète beaucoup parce que nous avons besoin des Russes. Parce que je considère que le premier problème que nous ayons, c'est l'islamisme. Cette marche de l'islamisme qui va du Nigeria, Boko Haram,
jusqu'en Afghanistan et presque jusqu'en Chine, cette bande de terroristes qui s'installe sur une communauté musulmane qui d'ailleurs ne le partage pas, mais qui subit, c'est un vrai problème mondial. Et je trouve que la Russie est tout à fait concernée, comme nous, par ce problème, par la Tchétchénie. Il faut absolument que les Russes soient avec nous dans la bataille contre le terrorisme. Alors, aller les enquiquiner dans une espèce de réveil de guerre froide, je ne comprends pas. Les Mistral. Les Mistral, c'est quoi le Mistral? C'est quand même pas un engin, c'est pas un croiseur de bataille, les Mistral. On a payé, on a vendu. C'est un acte de souveraineté. La vente d'armement, c'est un acte souverain. La France a été obligée de se dérober parce que les Américains, qui par ailleurs vendent des armes partout, sur toute la planète, ils sont les premiers producteurs, ont voulu coincer les Français sur le Mistral. Et pour le moment, on cède. Ce n'est pas admissible. D'ailleurs, on vient d'avoir des représailles immédiates de l'Inde, qui vient de dire que si les Mistral... c'est pas encore fait. Vous remettez en cause la position américaine sur l'Ukraine, oui. Et au passage aussi la position de François Hollande. Ah ben totalement. Totalement, je la remets totalement en cause. Qui pour l'instant n'est pas très claire. Ah ben elle est très claire et suit les Américains, quoi. Moi j'ai dit dans mon discours ce que Mitterrand avait dit à Giscard, vous vous en rappelez. Il avait dit, vous êtes le petit télégraphiste de Washington. En ce moment, je lis beaucoup Mitterrand, moi. Il est d'une intelligence. Ah Mitterrand. bon? Ouais. Je suis un esprit ouvert. Et au fond, Hollande est le petit télégraphiste de Washington. La France a besoin d'une politique internationale propre, à elle. Comme l'ont fait le général de Gaulle, Mitterrand, Chirac, même Sarkozy en Géorgie. Lorsque Nicolas Sarkozy est parti en Géorgie à dire à Poutine, il faut arrêter, on a fait quelque chose. On ne fait rien en Ukraine. On suit. Quand les Américains font, on fait. Quand ils ne font pas, on ne fait pas. Il y a une espèce d'alignement insupportable sur cette affaire. Et les Américains ne nous en tiennent pas vraiment gré. Ils nous laissent dans une situation en Centrafrique très difficile, très très difficile. Le Mali, on prend le Mali tout seul. Les Américains ne nous aident pas du tout. Je trouve que la France a besoin de retrouver sa souveraineté. Et j'ai eu le même sentiment en Allemagne. Et vous pensez que Vladimir Poutine, aujourd'hui, est tout à fait fréquentable? Parce que vous dites, très bien, il ne faut pas humilier Poutine, c'est entendu, il y a une communauté d'intérêt sur un certain nombre de sujets, oui, c'est vrai. Comme l'islamisme, ok, mais enfin, c'est quand même un dictateur. Bon, d'abord, je ne crois pas que Poutine soit un dictateur, c'est un régime autoritaire. Moi, j'ai connu, vous savez, la Russie il y a 25 ans, où on ne pouvait pas marcher dans les rues de Moscou, tellement c'était dégueulasse, parce que tout le monde était en grève. C'était le grand moment de la perestroïka, avec Gorbatchev et le début des incidents. Bon, Poutine est un individu qui correspond à la mentalité russe. Ça ne veut pas dire pour autant que j'apprécie qu'ils mettent en prison, etc., bien sûr. Mais cela étant, franchement, vous croyez qu'on a besoin de se mettre en conflit supplémentaire, alors que le Moyen-Orient est à feu et à sang? Avec Poutine, on peut négocier un certain nombre de choses, mais lui rentrer dedans, non. J'ai pas envie de réveiller, moi, la guerre en Europe, quoi, c'est clair, hein. Et les Allemands non plus. Les Allemands sont très humiliés, eux aussi, par la politique américaine. Et ce que je souhaite, c'est un renforcement de l'alliance entre la France et l'Allemagne, de manière à faire exister cette Europe. Sinon, nous allons être quoi? De la charpie pour les Américains. Les Américains ont des ambitions incroyables. Internet, c'est la domination américaine à l'état pur. C'est même pas un problème d'armement. Vous vous rendez compte de ce que représente pour l'avenir Internet, pour l'avenir de la planète, si on n'y porte pas une attention soignée? Je crois que les Américains sont des démocrates, mais je crois surtout que les Américains sont des commerçants et que les intérêts commerciaux chez eux prennent le pas souvent sur les intérêts de la démocratie. Regardez avec Israël. Les Américains n'ont pas été corrects à l'égard d'Israël. Lorsqu'ils ont pesé sur Israël pour arrêter la bataille de Gaza, en imputant de plus en plus à Israël la responsabilité d'un acte dont on voit bien que quand même, ce n'étaient pas les Israéliens qui avaient intérêt à la guerre. Obama finit mal. Il finit mal. Si les républicains sont élus, j'ai peur que ce soit pire, pour être tout à fait honnête. Car l'Amérique est en train de vivre, au fond, une espèce de rêve de mondialisation à son profit. Elle a tort. Je crois qu'en faisant cela, elle réveille les humiliations passées. Le grande partie, le terrorisme est né de là. Tous les pays européens sont en train de se sentir humiliés, y compris l'Angleterre, qui est son plus fidèle allié. La Chine, l'Inde, tous ces pays veulent, dans la globalisation, pouvoir exister sans une chape de plomb de la République impériale, comme disait Raymond Aron. Pour autant, je crois que l'Amérique peut se redresser, à condition qu'on le lui dise. Si on se couche en permanence devant les Américains continueront cette politique. Et moi, j'aurais aimé qu'un Sarkozy soit en face d'Obama pour lui dire « Bon, écoutez, maintenant, ça suffit.
La Russie, ça suffit. On va trouver un accommodement, on va trouver un compromis, on va en faire un État fédéral, on va se mettre d'accord avec les Allemands, mais ça suffit. Voilà. Mais on n'a pas trouvé. Dernière question ce soir. Nicolas Sarkozy sera sur TF1 pour sa première prestation depuis qu'il a été élu président du Front National. Qu'est-ce que vous attendez de ce discours ? D'abord, un discours rassembleur, un discours modeste. Le contraire du Fouquet's. Un discours modeste, un discours serein, un discours rassembleur. Et un discours tourné vers ce que les Français vivent. Parce que toutes nos affaires politiciennes n'ont pas eu beaucoup de succès, dans la mesure où le Français nous dit, écoutez, on a autre chose à foutre, finalement, que d'entendre vos jérémiades dans des meetings successifs. Bon, maintenant, on reprend, l'affaire est faite, maintenant, on travaille. C'est-à-dire, on existe politiquement avec de l'audace. De l'audace. Vous voyez, je finis par la phrase de Danton. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace. Moi, j'aurais presque appelé ce parti l'audace. Le parti de l'audace. La France a besoin d'un parti politique audacieux, qui n'hésite pas à rompre avec des habitudes séculaires. Nous ratons la globalisation et l'évolution du monde parce que nous sommes enquistés dans des habitudes qui nous ruinent, qui nous poussent à la difficulté. Mais les Français sont comme ça. Regardez 1789, ils sont conservateurs, puis à un moment, ils font tout péter. Je préfère que ça pète avec nous que de péter dans un mauvais sens. Merci Claude Goasguen, député de Paris. Vous